Aujourd'hui, c'est au sujet de s'articule autour de 3 points. Le premier, c'est le rationnel de l'utilisation des ballons cotés. Le deuxième, ça sera l'évidence clinique que nous avons actuellement. Quelles sont les grandes directions, les recommandations, les guidelines. Et puis enfin, quelles sont les stratégies et les controverses que l'on peut relever. Le premier point est certainement un des points importants à garder en mémoire. Aujourd'hui, l'utilisation du ballon coté, il faut l'imaginer ou il faut le comprendre non pas comme un ballon qui amène un médicament, mais comme un médicament qu'on va amener pour réparer les dégâts d'un ballon. Autrement dit, on s'inscrit totalement dans ce qu'était la philosophie du traitement endovasculaire depuis très longtemps par une angioplastie, qu'elle soit par un ballonnet ou qu'elle soit par un cathéter ballonné, telle qu'elle a été au départ. Nous sommes toujours dans la même philosophie décrite par Charles Dotter. Et vous voyez qu'on n'a pas beaucoup dévié de la vision de ce monsieur, tout en sachant que nous n'avons pas atteint encore là où il en a été, jusqu'à le respect de la physiologie, de faire de cette angioplastie quelque chose qui pourrait nous amener jusqu'à respecter la physiologie du vaisseau. Toujours est-il que lorsqu'on utilise un ballon, on va faire un certain nombre de remodelages, mais souvent ces remodelages vont s'accompagner, contrairement à ce qu'on pensait auparavant, non pas simplement d'une compression de la plaque d'athérome, parce que le taux de compression est relativement faible, il est de l'ordre au maximum de 10%. On va surtout créer des lésions dans la plaque, c'est une dissection de la plaque, mais très souvent aussi des lésions associées du vaisseau lui-même, de l'intima et de la média. Ce faisant, on va créer donc une agression pariétale, et comme toutes les agressions pariétales, elle peut avoir des conséquences immédiates par elle-même, et elle va engendrer une cicatrisation secondaire qui elle-même peut aussi être associée à un certain nombre de problèmes. Ce qui est important dans le cadre de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de garder à l'esprit que le processus de cicatrisation que l'on appelle rosténose dans ce domaine précis, contrairement à d'autres domaines, en particulier celui des coronaires, il a un pic un peu particulier. Ce pic lésionnel ou de remodelage se fait à 12 mois. Il ne se fait pas à 6 mois comme pour les coronaires, ce qui veut dire que toutes les études que vous avez dans le domaine périphérique qui vous montrent des supériorités d'une technologie par rapport à une autre à 6 mois, ce sont des limites qui n'ont pas beaucoup de valeur, qui n'ont pas beaucoup de substratum physiopathologique derrière. Si on revient à notre dilatation, ça fait partie des diapositives que je n'ai pas changées depuis 15 ans, si ce n'est le titre à chaque fois. Quelles sont les limites majeures de l'angioplastie? Il y en a deux. Celle du résultat immédiat du fait des dégâts pariétaux qu'on cause par le ballonnet, il faut le réparer, et puis celui des effets à distance, qui sont les effets de la cicatrisation dont j'ai parlé tout à l'heure. La première solution que nous avions trouvée au départ, c'était d'inventer des stents qui vont permettre de parfaire le résultat mécanique immédiat, et puis aussi peut-être d'aider à faire en sorte que la cicatrisation se fasse selon un mode différent qui assurait une perméabilité à long terme meilleure. Jusqu'à un certain niveau, c'était vrai. Et nous avons fait, quand on a utilisé les stents au début, un bond de 30% en amélioration des performances, que ce soit pour la perméabilité. À l'époque, on ne parlait pas encore de TLR, on parlait essentiellement de perméabilité. C'est un bond important. Mais il s'associe à ce bond des conséquences comme on pouvait l'attendre, c'est-à-dire qu'en mettant un corps étranger métallique, ça va s'accompagner de nouveau d'un phénomène de cicatrisation, si je puis dire, entre guillemets, qui va produire lui-même, par son mécanisme sensiblement identique mais très spécifique, à celui de l'angioplastie par ballonnet, qui risque de produire lui-même une rosténose. Il faut également rajouter que lorsqu'on met du métal dans une artère qui est soumise à des contraintes mécaniques majeures diverses et variées, on peut aussi avoir des problèmes mécaniques de type fracture, et en fonction du degré de la fracture qu'il y a, les conséquences sur la perméabilité sont également quelque chose d'indiscutable au jour d'aujourd'hui. Je reviens à ma diapositive. Le stent n'a pas résolu tout, il a même résolu un certain nombre de choses, mais il a même créé des problèmes. La deuxième solution à laquelle on a pensé, c'est de faire en sorte qu'on régule la réponse de cicatrisation de façon à ce qu'elle se fasse bien, mais pas trop engendrer de nouveau une sténose à l'intérieur du vaisseau. Cette régulation n'est pas facile, et on a commencé d'abord par l'inhibition simple, pure et dure, par un médicament qui est emprunté au domaine carcinologique. Si on regarde ce qu'il y a sur le marché périphérique aujourd'hui, en fait, ce que nous avons et qu'on appelle les DCB sont des PCB, puisque seul le paclitaxel est en forme commercialisable pour les applications périphériques. Vous avez sur cette diapositive, qui est un petit peu ancienne, mais ça représente encore la réalité d'aujourd'hui, l'ensemble de ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché européen. Il faut noter que la dose est un facteur, c'est toujours le paclitaxel, mais par contre est un facteur qui varie d'un produit à l'autre, et que l'excipient qui est utilisé est également un facteur qui varie d'un produit à l'autre, et également la méthode
dont on met ce coating ce médicament sur le ballonnet, c'est également quelque chose qui est différent. Seuls 3 ont reçu l'approbation aux États-Unis. La plupart des autres ont reçu, enfin la totalité ont reçu leur approbation en Europe. L'Europe sert en général de terrain dans lequel on va faire des études que les États-Unis n'acceptent pas, de façon à faciliter justement l'introduction au marché de ces médicaments-là, ce qui nous pose un problème, mais c'est un autre sujet. Maintenant, est-ce qu'il y a une preuve du concept que le médicament porté dans le ballonnet va avoir un effet? La première chose, c'est de savoir s'il est transférable, si on transfère suffisamment, si on n'en perd pas beaucoup, et puis quand il arrive, s'il est mesurable, aussi bien dans le tissu cible que dans les organes qui ne sont pas cibles. Ceci est largement démontré. Je vous montre une qui est indépendante de l'industrie pour être le plus neutre possible, qui montre qu'il y a un transfert et que ce transfert ou la cinétique de ce transfert et la concentration dans la paroi diffèrent en fonction des ballonnets. Tous les ballons ne sont pas équivalents, mais ce transfert existe. Est-ce qu'il y a un effet biologique pour la cible qui nous intéresse, c'est-à-dire la réduction de l'arosténose? Il y a un effet biologique. Cet effet est d'autant plus important qu'on associe à la fois chez le même animal, dans le cas particulier, dans cette expérimentation, à la fois le ballon côté et le stent côté, ce qui est plutôt bien. Ça signifie qu'il y a quand même un effet biologique lié directement au médicament, puisque plus on le met sur 2 dispositifs différents, plus son action est importante. Ce qui est important, si vous regardez cette diapositive, c'est que le ballon seul, uniquement avec le médicament, il a un effet biologique incontestable. On en est maintenant sur l'évidence clinique. Que faut-il en penser en 2019 ? On va regarder 2 points. Le premier, c'est l'évidence scientifique. Et le deuxième, comment est-ce qu'on peut faire pour faire la translation de ce qui est fait ou ce qui a servi à bâtir cette évidence scientifique dans la pratique courante. Je vous montre cette première étude, c'est cette première méta-analyse qui a qui a étudié les 3 premières études qui étaient basées sur ce type de dispositif. Je vous la montre parce que c'est celle-là encore qu'on a reprise pour des questions de mortalité liée éventuellement au paclitaxel à long terme, qu'on verra un petit peu plus loin. C'est pour ça que je vous la montre. C'est cette première étude qui avait montré qu'il y a une différence significative dans 2 populations de manière randomisée, celle qui reçoit le ballon non coté par rapport à celle qui reçoit le ballon coté. Mais le plus important, c'est d'aller un petit peu plus en détail dans les études, on va dire récentes, avec des dispositifs qui sont beaucoup plus stables en termes de cotine, par exemple celle-ci. Celle-ci, c'est la Levant 1, c'est l'étude qui est basée sur l'Utonix, le produit de nos hôtes pour ce symposium aujourd'hui. Ce qui est important dans cette première étude, c'est de savoir que nous avons randomisé 1 pour 1 et qu'on a croisé les gens comme vous les voyez ici sur cette partie-là. C'est un petit peu compliqué, mais disons que le design de l'étude lui-même, il est pratiquement dicté par ce que l'AFD, les Américains, souhaitent avoir pour avoir les autorisations de pratique. Et ça, c'est un problème majeur dans l'évaluation. Elle n'est jamais indépendante totalement, parce que l'industrie va faire une évaluation dans le cadre du cahier de charges qu'ils ont, et quelquefois on est obligé, ou ils sont obligés de faire en sorte que ceci rentre dans le cahier de charges. Si bien qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, par contre, on ne peut pas lui reprocher d'avoir inclus beaucoup d'occlusions, ce ne sont pas forcément que des lésions simples, et quand on regarde le résultat, on voit très nettement qu'il y a une différence significative entre les 2 populations. Cette différence, elle est au-delà des 6 mois, donc elle est au-delà des 12 mois, et elle persiste. Elle commence en fait à 9 mois, et puis elle persiste, ce qui colle bien avec le concept physiopathologique de l'arosténose dans l'artère périphérique. Elle est globalement de l'ordre d'une 20aine de %. Si on change maintenant de design, et on ne fait plus de randomisation 1 pour 1 croisé, mais on fait une disposition un peu différente pour aller s'approcher beaucoup plus de la pratique clinique, en faisant une randomisation 2 pour 1 sur un échantillon qui est beaucoup plus large. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a une amélioration des performances en termes de perméabilité et de TLR, pratiquement dans la même proportion que ce que nous avons vu dans la première étude, et qui est aux alentours de 20%. Maintenant, on sait très bien que quand on traite ces patients, généralement, on ne le fait pas uniquement avec des ballonnets. Jusqu'à présent, on le faisait aussi avec des stents, parce que justement, le ballonnet causait des dégâts pariétaux majeurs, quelquefois nécessitant un stent. Donc il faudrait le comparer
tel qu'on le fait en pratique. Et c'est cette étude-là, parmi d'autres, mais je montre quelques exemples, qui a montré aussi que si l'on compare ça par rapport à un schéma dans lequel on a introduit le stent, qu'on a aussi des différences significatives et que ces différences-là sont du même ordre de nouveau. Donc on a toujours le même bond. Certes, le premier bond qu'on a fait était de 30%, mais sur le chemin de l'excellence, les premiers bonds sont très importants, mais les derniers pas sont souvent beaucoup plus difficiles. Est-ce que ces résultats qu'on a précocement, disons à 12 mois ou à 24 mois, vont rester les mêmes dans le temps? De 3 ans jusqu'à 5 ans, les données montrent que ces résultats restent de 3 ans. Jusqu'à 5 ans, il y a un petit peu plus de discussion, mais à 3 ans, ça l'est. Maintenant, si on regarde la globalité de l'effet, non pas par la perméabilité et par la revascularisation, mais aussi par les paramètres dits secondaires, mais qui sont importants, c'est-à-dire ceux qui intéressent le patient lui-même, le symptôme, la qualité de vie, etc., sur des contrôles plus objectifs, le Doppler, etc., vous voyez que globalement, ceci est similaire entre la Levante et les autres études sur l'impact, par exemple le produit de Medtronic, ceci est similaire, on a une amélioration globalement de l'ensemble des éléments qui sont des indicateurs cliniques, de performance clinique, autres que simplement la mesure de la rosténose. Comment est-ce qu'on peut aborder la partie pratique qui consiste à regarder cette translation qu'on ferait depuis ce qu'on a dans les études à notre pratique courante? Vous savez, dans les études, d'autant plus qu'elles sont faites par l'industrie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont un cahier des charges, elles sont généralement extrêmement sélectives. Puis quand on arrive chez le patient, on n'a pas cette marge de flexibilité qui nous permet de sélectionner les patients pour ne faire que ceux qui sont ou qui auraient été inclus dans des études. On va voir 3 éléments importants pratiques pour vous, je pense. La première chose, c'est les caractéristiques du patient et dans quelle mesure elles changent quelque chose. La deuxième, les caractéristiques de la lésion, y a-t-il des sous-groupes à problème, par exemple. Et puis finalement, la procédure, est-ce qu'il faut la faire d'une certaine manière pour que ça donne les mêmes résultats que les études ou pas? Cette translation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celle-ci. On passe d'une évidence qui est basée sur un certain nombre de critères rigides d'exclusion et d'inclusion à quelque chose d'autre où on a un large choix de matériaux, mais par contre, on a le patient que nous avons en face et qu'on doit traiter d'une manière ou d'une autre. Regardons les uns après les autres. Première question, les caractéristiques patients, et la question qui revient souvent, c'est les diabétiques. Est-ce que les diabétiques, c'est aussi bon? La réponse est non, c'est pas aussi bon, c'est moins bien que le reste de la population. Par contre, on fait aussi bon que le traitement alternatif, c'est-à-dire le ballon. Certes, globalement, votre résultat est moins bien, mais vous allez faire encore meilleur que le ballon tout seul ou le ballon stent tout seul. Donc on a toujours cette proportion qui est d'ailleurs pour le diabétique plus importante. J'aurais même tendance à dire que c'est mieux dans le sens où on a une proportion qui est plus importante que la première. Vous vous souvenez que nous étions à 20%, aux alentours de 20%. Là, on est un peu plus de 20%, on est aux alentours de 30%. C'est presque mieux, je dirais. Qu'en est-il du sexe? Ça marche moins bien chez les femmes, certes. Mais là aussi, on a des différences qui sont de l'ordre de 20% et qui vont nous permettre de comprendre qu'on a beau être dans une population où la performance est moins élevée, ça reste toujours plus élevé que celle que vous avez avec un traitement alternatif. Troisième question, quand les lésions sont longues, c'est une définition à géométrie variable, chacun appelle une lésion longue plus ou moins comme il veut, mais on a cette étude-là qui a précisé ce que c'était pour eux une lésion longue et qu'on a une moyenne de ces lésions qui sont de 25 cm, ce qu'on peut raisonnablement considérer comme des lésions longues au niveau de la SFA, qui elle-même fait 30-40 cm. Donc on est vraiment sur quelque chose de long. Là, les performances sont similaires. Il n'y a pas de comparaison directe, c'est une analyse directe des lésions longues par inclusion. Pas de comparaison directe, mais nous avons des performances qui sont sensiblement les mêmes que celles que nous avons ailleurs. Autrement dit, si les lésions sont longues, on a des performances comparables. Question numéro 4. Quand c'est calcifié, qu'est-ce qu'on fait? Même analyse que les autres. Quand c'est calcifié, ça marche beaucoup moins bien. Mais il n'y a pas meilleure alternative à l'heure actuelle et le ratio entre les deux est quasiment identique. La calcification aussi est une notion très subjective. Quand on dit que ça marche moins bien, on doit être dans le grade 3 et grade 4, c'est-à-dire dans les calcifications soit totales, soit occupant plus des 3/4 de la lumière interne et pas de la paroi. Les calcifications médiales ne rentrent pas dans ce type de quantification. Il ne faut considérer que les calcifications endoluminales. Question numéro 5, sur le plan pratique, ce sont les dissections. Que fait-on avec les dissections? Est-ce qu'il faut éviter les dissections? La dissection elle-même, quand elle compromet le flux, nécessite un traitement spécifique.
Mais quand la dissection ne compromet pas le flux, vous allez voir quand on reprend les études, il y en avait qui compromettaient le flux mais qui n'étaient pas stentés. Et justement, quand on regarde ces premières études et on fait une analyse secondaire dans les dissections, tout grade confondu, on voit qu'il n'y a pas de différence significative il y a une différence, disons, entre le groupe PCB, le groupe qui a reçu le médicament et le groupe qui n'a pas reçu le médicament, mais quel que soit le type de dissection, on a cet élément-là. Plus loin, si l'on regarde maintenant les gens qui ont été traités avec une recanalisation subintimale, autrement dit avec une dissection volontaire en cas d'occlusion, ceux-là, ils répondent beaucoup mieux que ceux qui ont été traités par voie endovasculaire intraluminale. Et ça signifie que probablement quand on est dans les couches superficielles, on délivre mieux le médicament, et c'est facile à comprendre parce que si vous délivrez le médicament à travers une épaisseur très importante de plaques d'athérosclérose, c'est beaucoup plus compliqué. Et cette notion-là nous a amené à la question numéro 6, sur la pratique ou la procédure, comment il faut la faire pour être le plus près possible de ce que nous avons dans les études. Et c'est ce qu'on appelle la préparation de la lésion. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut disséquer volontairement, mais j'irai jusqu'à dire qu'il faut préparer la lésion avant. Il y a moins de 50% des gens, quand on fait des enquêtes pour leur demander est-ce qu'ils utilisent le device tel qu'il est proposé de l'utiliser, qu'ils l'utilisent comme il est proposé de l'utiliser, parce que si vous ne le faites pas, évidemment, vous ne pouvez pas prétendre avoir les résultats qui sont ceux qui sont publiés. Et ça pose un problème. Autre chose qui est importante dans la préparation de la lésion, on ne peut pas simplement la préparer en faisant une prédilatation. Il faut faire une vraie dilatation primaire et pas une prédilatation. La prédilatation, dans mon sens, c'est une dilatation avec un ballonnet plus petit. Il faut le faire au minimum 1 pour 1, pas aller pour disséquer, mais au moins 1 pour 1, ce qui vous permet à ce moment-là de préparer correctement la lésion. Et quand vous le faites, vous avez, comme vous le voyez ici, une différence de réponse thérapeutique meilleure quand c'est préparé 1 pour 1, donc une imposition totale du ballon à la paroi, que quand il n'est pas totalement apposé, ce qui paraît finalement très facilement concevable. Nous abordons le dernier point pour les quelques minutes qui restent, ce sont les controverses. Que faut-il retenir des controverses actuelles? Je vous ai sélectionné 3 qui me semblent les plus importantes. La première, on a d'un côté un stent avec des médicaments et on a de l'autre côté un ballon. Comment choisir? Le deuxième, c'est on peut utiliser le ballon côté, on dilate pas, on dilate avant, on dilate après, on met un stent, quand est-ce qu'on dilate avant, quand est-ce qu'on met le ballon côté, quand le stent est là, avant ou après, etc., dans quelles conditions. Et la troisième, c'est ce problème, depuis la publication d'une récente méta-analyse, de la liaison entre le paclitaxel et la mortalité, à long terme. Je vous montre de nouveau ce schéma-là, c'est un schéma qu'on a déjà vu, c'est celui de la LEMONT 1, enfin c'est la courbe perméabilité de la LEMONT 1, 19%. Vous regardez cette courbe-là, c'est une courbe du Zilver PTX, le stent côté, 19%. J'ai choisi volontairement celle-là parce que c'est 19-19. Mais ce n'est pas la même population, c'est une comparaison visuelle séduisante qui donne une certaine idée, mais la vraie question, c'est de mettre les deux en même temps dans la même population et de l'étudier de manière randomisée. C'est celle-ci, 2019, c'est tout chaud, tout récent, qui vous montre qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux. Et vous avez tous les paramètres sur lesquels on peut se baser ici, qui vous montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux. Il y a des tendances dans des sous-groupes, mais il n'y a pas de différence en termes statistiques. Et même, on pourrait croire que le stent est mieux pour les occlusions. Eh bien non, il n'y a pas de différence spécifiquement dans les occlusions, alors qu'il y a une tendance, une petite différence sans être significative sur les sténoses, ce qui paraît un petit peu difficile, mais c'est comme ça. Première controverse, la première chose, qu'il n'y a pas de différence. Alors s'il n'y a pas de différence, qu'est-ce qui permettrait de choisir l'un par rapport à l'autre? Ce qui permettrait, à mon sens, de choisir l'un par rapport à l'autre, c'est le coût efficacité. Dans le coût efficacité, on va mettre le coût, on va mettre les complications, on va mettre les performances, et puis on va mettre le remboursement ou la hauteur du remboursement quand il est forfaitaire. Et si on mélange tout ça, en 2014, on avait déjà des études qui montraient que finalement, celui qui était le plus coût-efficace, c'est le DCB, mais comme il y a eu beaucoup de travaux entre 2014 et 2019, si on reprend la même chose 4 ans plus tard, en intégrant les performances modernes et en mettant des stratégies dans lesquelles on va mettre les différents produits qui nous intéressent, c'est-à-dire le ballon, le médicament, le ballon côté et le stent côté, là, de nouveau, c'est le stent côté, compte tenu des performances actuelles, c'est le stent côté qui se trouve dans la position d'être le plus coût efficace. C'est pour ça que ma préférence, ça serait plutôt pour celui-là.
Deuxième controverse, c'est les stratégies. Je vous ai schématisé ici les stratégies entre le ballon simple, au milieu, c'est le ballon côté, et à la fin, c'est le stunt, avec tous les chemins qui sont possibles. Là, c'est une affaire d'école. Il n'y a pas de recommandation. Chacun pourra faire ce qu'il estime être bon. Pour ma part, je préfère qu'on dilate toujours quand les lésions sont sévères et calcifiées pour préparer correctement la lésion. On peut accepter dans des lésions qui ne sont pas particulièrement sténosées pour des raisons de co-efficacité de faire une dilatation ou de délivrer le médicament de manière directe. En revanche, en ce qui concerne le stent, il n'intervient que secondairement après qu'on ait fait l'angioplastie primaire 1 pour 1 et qui permettrait de dire si on peut ou pas continuer avec un ballon. Dernière controverse avant de conclure, c'est celle du paclitaxel et la mortalité. Ceux qui sont dans ce milieu, ils savent depuis quelque temps qu'on fait face à une tornade ou une mini-tornade avec la publication de cette méta-analyse. Cette méta-analyse a repris l'ensemble, selon un certain nombre de critères, l'ensemble des publications qui ont été faites avec le paclitaxel et donc pour lesquelles on dispose au minimum d'un an de mortalité à long terme, jusqu'à 5 années ou 4-5 ans de mortalité, et puis on les a inclus, que ce soit sur le ballon ou sur le stent, puis on a regardé la mortalité spécifiquement, et la conclusion c'est qu'il y a une augmentation de mortalité qui est associée à l'utilisation des dispositifs qui comportent le paclitaxel. Cette conclusion, elle est juste parce qu'elle a continué en disant qu'il faut maintenant faire des analyses complémentaires. Mais par contre, je vous montre d'abord les résultats de cette analyse. Là, c'est l'ensemble des études qui ont été présentées, mais sur 2 années. Vous voyez que nous avons une différence ici. Et puis, c'est les 3 études qui ont été utilisées avec une différence, avec 2 conclusions. On a augmenté, ça augmente la mortalité. Et puis, il y a aussi une analyse secondaire qui a permis de mettre en relief le fait que quand la dose est élevée, la mortalité est élevée. L'erreur, c'est de considérer ça comme des décisions ou des choses qui sont gravées dans le marbre, parce qu'en réalité, on a soulevé un problème en utilisant des données qui sont à un échelon dit global ou résumé. En réalité, il faut comprendre cette méta-analyse comme étant une méta-analyse qui pose de vraies questions sur lesquelles il faut amener des réponses. Toutes les sociétés internationales ont amené une espèce d'alerte dans laquelle on disait qu'il faut maintenant prendre en considération ces éléments-là. Dans la nôtre, la société suisse, donc vous avez ici les recommandations que nous avions émises il y a 2 ou 3 mois, et qui vont, pour les raisons que je vous expliquais après, vont être modifiées dans les semaines qui viennent, ou probablement plutôt dans les mois. Qu'est-ce qu'on fait quand on est avec une méta-analyse comme ça? On doit passer des données qui sont faites uniquement sur ce qui est rapporté dans les publications à faire une analyse à l'échelon des patients. Il faut revenir regarder les patients qui ont été inclus dans ces études-là et regarder leur mortalité pour déjà comprendre s'il y a une différence ou pas. S'il y a une différence, il faut aller plus loin, évidemment. S'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. Mais la base, ce n'est pas ce qu'on appelle le summary level, c'est patient level analysis. Quand on regarde ce qui se passe à l'échelon du patient, le Level 2, c'est-à-dire le Lutonix de Bédébard, il n'y a pas de différence significative concernant la mortalité à long terme. Et plus récemment, ce n'est pas encore publié parce que vous voyez qu'il n'y a pas encore de numéro, ni de page, ni du volume, mais c'est quelque chose qui a été définitivement accepté. C'est une nouvelle méta-analyse sur la mortalité liée au paclitaxel, sur les études essentiellement faites sur l'impact, et avec un niveau patient, c'est-à-dire qu'on a regardé ce qui se passe à l'échelon du patient. Et là, de nouveau, il n'y a pas de différence significative. Donc, en conclusion, pour ne pas faire long, parce que nous sommes en retard et que vous attendez probablement qu'on en finisse très tôt pour aller manger, j'ai 3 conclusions pour vous. La première, c'est qu'on peut considérer que les DCB sont efficients comme traitement de la SFA, qu'on a atteint le niveau 1 d'évidence avec des études randomisées multiples. C'est moins efficace dans certaines populations particulières. En revanche, ça reste plus efficace que tous les traitements alternateurs ou alternatifs. Deuxième conclusion, entre un DIS et un DCB-C, les résultats sont similaires dans la plupart des publications et des analyses. En revanche, l'utilisation des DCB, sur le plan coût-efficacité, il est plus coût-efficace. Enfin, en ce qui concerne la mortalité à long terme, il y a une méta-analyse qui a mis le point sur un problème de mortalité
qu'on observe dans cette méta-analyse chez le groupe qui a pris le paclitaxel. Il faut donc passer à la phase d'après et faire une analyse par patient. Et dans cette analyse-là, le premier résultat, les données communiquées par les différentes firmes concernant Medtronic et BD Bard montrent qu'il n'y a pas de différence significative à l'échelon du patient. Par contre, la méta-analyse publiée, ça a force d'une valeur scientifique au moins aussi grande que celle de la première, qui ne montre pas de différence significative. Donc il faut rester alerte par rapport à ce point-là et attendre les développements qui vont venir probablement dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Je vous remercie.